Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Ah non, attends, voilà. Bina Maudit, nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le quantième? Le 8. Le 8. Hein? Le 7. Le 8. Ah, le 8. Vendredi le 8. Nous voici à Prestige Hotel avec le maire de l'idée. Donc voilà, on dit qu'il est en prison, il est en fuite. Et tout. Nous voici, je suis en train de travailler, de faire mon travail de journaliste, de faire recouper. Je suis venu à la source pour prendre la bonne information. Les gens qui vous parlent seulement des ragots, vous êtes dans la manipulation, dans la panique. Donc voilà, on travaille pour donner la bonne information aux Camerounais. Merci beaucoup. Alors, la question que je me poserai d'emblée est celle de savoir jusqu'où ira l'affaire Martinez-Zogo, du nom de cet animateur radio camerounais dont le corps, dont la dépouille a été retrouvée à Ebogo 3, à la périphérie de Yaoundé, le 22 janvier 2023. Le 22 janvier 2024, cela fera très exactement un an que les enquêtes piétinent, que la procédure tourne au ralenti. Et ça, je l'avais déjà dit sur mon mur Facebook. J'avais écrit que Martinez-Zogo n'aura pas droit à la justice parce que la justice est le cadet des soucis de tous les acteurs. C'est-à-dire que de tous les acteurs qui gravitent autour de cette affaire, que ce soit la justice militaire, que ce soit les membres du régime du pouvoir de Yaoundé, du régime de M. Paul Biya, qui tire les ficelles de cette affaire Martinez-Zogo. Parce que nous avons affaire, à travers cette affaire Martinez-Zogo, à une bataille de clans. À une bataille de clans qui est, mais alors, très rude. C'est-à-dire que l'affaire Martinez-Zogo est la représentation de ce que de plus en plus l'on appelle au Cameroun l'heure des grands soirs. Et c'est ce que nous vivons en ce moment à travers cette affaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous situer dans le contexte de l'affaire Martinez-Zogo pour vous permettre de comprendre pourquoi depuis la procédure n'avance pas. On va dire au dernier trimestre de l'année 2022. Laurent Esso, qui est le tout-puissant ministre de la Justice au Cameroun, voudrait obtenir la tête de Ferdinand Ngongo, dont le clan des Boulous. C'est-à-dire que Laurent Esso, qui appartient au clan des Boulous, voudrait avoir la tête de Ferdinand Ngongo. Il met donc la machine judiciaire en marche, puisqu'il a à sa disposition le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid. Vous savez, la Chambre des comptes avait produit, je crois, en 2021, je veux dire, un rapport sur un détournement d'une valeur de plus de 180 milliards. Et Ngongo était soupçonné d'avoir dilapidé, d'avoir détourné cet argent. Alors, Laurent Esso décide donc de faire convoquer Ferdinand Ngongo au tribunal criminel spécial. Parce que vous savez, le tribunal criminel spécial, écoutez, c'est comme, on va dire quoi, un instrument dont Laurent Esso se sert pour neutraliser ses rivaux politiques. Je vous ai dit ici maintes fois que toutes les victimes de l'opération Épervier, toutes sans exception, sont les victimes de Laurent Esso. Alors, il active donc le tribunal criminel spécial
pour faire interpeller et sans doute coffrer Ferdinand Ngongo, comme il l'a fait Laurent Isso, comme il l'a fait de Jean-Marie Ataname Bara, Olangnawono, Abba Polycarpe, Charles Metouk, Amadou Vamoulke, Jean-Baptiste Nguignefa, etc., etc. Mais malheureusement, Ngongo Ferdinand, qui est le protégé de la première dame, Chantal Biya, ne sera finalement pas entendu au tribunal criminel spécial. Il ne fera pas l'objet d'un mandat de détention provisoire parce que Chantal Biya s'est interposée et Paul Biya a décidé de faire suspendre cette procédure ou de l'annuler. C'est selon des sources, des informations qui nous sont parvenues de diverses sources en son temps. Alors, Ngongo Ferdinand, se sentant donc blessé, décide de réagir. Et comment le fait-il? Il décide de mettre à la disposition de certains journalistes camerounais, dont Martinez Zogo, une abondante documentation relative à la gestion des lignes 94 et 65. C'est-à-dire que les lignes budgétaires et de fortes sommes d'argent, des centaines de milliards de francs CFA provenant de ces lignes budgétaires ont été distribués à un certain nombre de personnalités, dont l'emblématique Jean-Pierre Amougou Belinga, le sulfureux homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a créé des entreprises fictives, lesquelles entreprises fictives ont gagné des marchés à la présidence de la République, plus précisément à la direction de la sécurité présidentielle. Et c'est à partir de ces lignes budgétaires, là, les lignes 94, les lignes 65, que ces marchés fictifs étaient payés. Bon, Amougou Belinga s'en est tiré avec de fortes sommes d'argent, des centaines de milliards de francs CFA. Alors, le clan Ngongo dispose donc d'une abondante documentation y afférente et décide donc de passer à l'offensive. Il prend donc ces documents et les remet à certains organes de presse, certains hommes de médias. Et Martinez Zogo faisait partie des journalistes qui ont bénéficié de ces documents-là. Martinez Zogo commence donc à partir du mois de décembre 2022 à faire, c'est-à-dire à mettre ces documents sur la place publique à travers son émission Embouteillage. Il commence donc à dézinguer Amougou Belinga, à le flageller en révélant le contenu de ces documentations-là. Il en ressortait effectivement que Jean-Pierre Amougou Belinga, avec la complicité de Louis-Paul Motazé, qui est son ami, l'actuel ministre des Finances, ont dilapidé des centaines de milliards de francs CFA, l'argent du contribuable camerounais, à partir de la ligne, des lignes budgétaires 94 et 65. Et il y a une troisième ligne budgétaire, je crois que c'est la 57, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, le clan Ngongo, qui a donc jeté ses hommes de médias dans la bataille, anticipe sur la réaction du camp d'en face. Amougou Belinga décide donc de réagir. Et comment le fait-il? Il mobilise des agents de la DGRE avec la bénédiction de Maxime Eko, parce que j'entends les uns et les autres, y compris Maxime Eko lui-même, dire que voilà, que lui vraiment il n'y est pour rien, il n'était pas au courant de cette opération. Je dis, de qui se paye-t-on la gueule?
le patron de la direction générale de la recherche extérieure, c'est-à-dire les services secrets camerounais. Il y a une opération homicide qui est en cours contre un journaliste. Lui, il est le patron des services secrets du Cameroun. Il dit qu'il n'est pas au courant. Il dit qu'il n'est pas au courant. C'est un argument qui ne tient pas la route. C'est une ligne de défense qui est à balayer d'un revers de la main. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas digne de diriger le service de contre-espionnage camerounais. Parce que ça veut dire que n'importe quel criminel peut partir, peut venir de n'importe où à travers le monde et venir semer le trouble au Cameroun sans que lui, Eko Maxime, qui était, parce qu'il a été remplacé récemment, qui était le patron de la DGRE, lui, il ne soit au courant. Lui qui était censé être les yeux et les oreilles de toute la République. Lui qui était censé surveiller toute la République. Son service est mis à contribution pour une opération homicide contre un journaliste. Il dit qu'il n'est pas au courant. Et ce, pendant des mois. Parce que, comme vous le savez déjà, Martinez Zogo faisait l'objet d'une constante filature, de plusieurs semaines de filature. Par les hommes du lieutenant-colonel Danwe, de la Direction Générale de la Recherche Extérieure. Alors, Amougou Belinga et puis Laurent Esso, parce que je vous ai toujours dit ici que Laurent Esso, le tout-puissant ministre de la Justice, Laurent Esso, a tout un commando là-bas à la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure. J'espère que le nouveau qu'on vient de nommer là, j'espère que le nouveau DGRE là, qu'on vient de nommer là, va se battre pour détacher la DGRE de Laurent Esso. Parce que Laurent Esso, pendant des années, a réussi à avoir la main mise sur ce service, à mobiliser certains escadrons de la mort de ce service pour aller neutraliser des personnes qu'il estimait dérangeantes pour lui. J'espère que le nouveau patron de la DGRE va mettre fin à ça. Alors, des agents de la DGRE sont donc mis à contribution, sont mobilisés pour mettre Martinez Zogo sur écoute, le mettre en filature. Et de temps en temps, Justin Danwe va rencontrer les hommes-lois des hommes-lois, que ce soit chez lui, que ce soit au village, pour lui faire le point des préparatifs de l'opération. Alors, le 17 janvier donc, 2022, Martinez Zogo est enlevé par les agents du lieutenant-colonel Danwe. Il a subi toutes les atrocités que vous pouvez imaginer. Bon, je ne vais pas revenir ici parce que c'est vraiment horrible. Et pendant que le commando était en train de torturer Martinez, pendant que le commando était en train de faire subir à Martinez des traitements cruels, inhumains et dégradants, il y a, c'est-à-dire que les espions israéliens, écoutez bien ce que je suis en train de dire, les espions israéliens de Ngongo au sein du BI avaient mis tout ce monde-là sur écoute. Parce que comme je vous ai dit dès le départ, ils avaient déjà anticipé sur les réactions du camp d'en face, parce qu'ils avaient des personnes qu'ils visaient particulièrement, les membres du clan de Ngongo. Bon, maintenant, ils ont anticipé sur leur réaction. Donc, quand le clan de Amougou Belinga est donc passé à l'offensive, qu'est-ce que les espions de Ngongo ont fait? Ils ont mis tout ce beau monde-là sur écoute. Je dis tout ce beau monde-là sur écoute. Voilà pourquoi, de plus en plus, on nous parle des histoires de Ho et le deuxième commando, il est ceci, il est cela. Il n'y a jamais eu de deuxième commando dans cette affaire-ci. Il n'y a jamais eu de deuxième commando dans cette affaire. Que les partisans de cette thèse-là nous disent donc. Qui sont les membres de ce commando-là?
Qui sont les membres de ce deuxième commando? On veut avoir leur nom, on veut avoir leurs identités. On veut avoir leur chef d'équipe. On veut avoir une idée de leur mission. Quelle a été leur mission? Ainsi que les conséquences de cette mission-là sur Martinez. Quel a été leur rôle dans tout ce que Martinez a eu à subir? C'était quoi leur rôle? Et qui était le commanditaire de ce deuxième commando-là? Qui était leur commanditaire? C'est la question à laquelle tous ceux qui passent le temps, tous les soutiens de Amogo Belinga, les soutiens de Zomlola, ils doivent répondre à cette question-là. Ils doivent répondre à cette question. Et ils doivent également nous dire, puisqu'ils estiment que Amogo Belinga est innocent, et Eko Maxime est innocent, et bien qu'on nous dise donc où est-ce que Amogo Belinga se trouvait dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, au moment du kidnapping du journaliste Martinez Zogo. Qui nous dise donc où Amogo Belinga se trouvait, à qui est-ce qu'il a téléphoné, quel était l'objet de ses conversations avec ses correspondants. Pareil pour le colonel Danwe, pareil pour tous les membres du commando qui ont été pris là. Donc, il n'y a jamais eu de deuxième commando dans cette affaire-là. C'est-à-dire que les membres du commando qui ont ôté la vie à Martinez Zogo étaient infiltrés par par le camp d'en face, le camp de Ngongo Ferdinand. Aussi simple que ça. La preuve en est que quand le président de la République, quand le président Biya crée la commission mixte, je crois que c'était le 27 janvier 2022, est-ce que vous savez que les espions israéliens au sein du BI, bataillon d'intervention rapide que contrôle Ferdinand Ngongo, avaient déjà ouvert une enquête parallèle? C'est-à-dire avant même que la commission ne songe même à commencer les enquêtes, à démarrer les enquêtes. Il y avait déjà une enquête parallèle menée par les espions, par les services de renseignement du BI, en collaboration avec les agents du Mossad, qui sont des amis de Ferdinand Ngongo. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi quand la commission commence donc les enquêtes, il a été très facile de remonter la filière. C'est-à-dire que du colonel Justin Danwe, qui était le chef de cette opération, jusqu'à tous ces agents-là qui ont été mobilisés partout à travers le Cameroun pour la dite opération. Voilà pourquoi il a été facile de remonter jusqu'à eux, parce que au moment où ce commando était en train d'agir, Ngongo Ferdinand et tous ses agents au sein du BI, au sein du renseignement israélien, ils avaient déjà toutes les informations sur les agissements du commando, sur les agissements d'Amogo Belinga, sur les appels téléphoniques que Amogo Belinga a eu à effectuer. Le clan de Ngongo avait déjà toutes les informations. Donc ceux qui disent là que oui, il devait y avoir deuxième commando, oh ceci, cela, et ils poussent le vice plus loin. Ils vont jusqu'à dire que non, que le premier commando a laissé Martinez Zogo vivant. Que le premier commando a laissé. Donc ça veut dire quoi? Que le premier commando mobilisé, c'est-à-dire que qui a été mobilisé par Jean-Pierre Amogo Belinga et puis le colonel Justin Danwe, a enlevé Martinez Zogo devant la gendarmerie de Kolum-Kondi, juste pour lui donner un petit café, voilà. Et puis c'est le deuxième commando qui est venu faire tout ce que vous pouvez imaginer là, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, ce sont ces Camerounais là qui continuent à suivre des gens pareils. Mais mon frère, pour votre assise morale, vous désabonnez-vous de leur page, simplement. Désabonnez-vous de leur page, parce que ce ne sont pas des gens sérieux. Ceux qui agitent cette thèse-là, ils ne sont pas des gens sérieux. La justice pour Martinez ne les préoccupe pas.
Ce qui les préoccupe, c'est l'argent qu'ils ont perçu pour faire ce sale boulot. Les suspects ont été interpellés. Ils sont même passés aux aveux. Le colonel Justin Dangwe est passé aux aveux devant la commission mixte. Les hommes loi des hommes loi, Jean-Pierre Amour Belinga, il n'a pas contesté tout ce que le colonel Justin Dangwe a eu à dire devant la commission mixte. Donc ils sont passés aux aveux depuis. C'est-à-dire qu'ils ont raconté à la commission les circonstances dans lesquelles Martinez Zogo a été kidnappé. Comment est-ce qu'ils ont agi ce jour-là? Ils ont tout dit. Le colonel Justin Dangwe a tout raconté. Alors je ne sais pas exactement d'où vient cette histoire de deuxième commando, franchement. Mais malgré tous ces aveux-là, ça va faire bientôt 1 an. On est là, on tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. On ne fait que changer les juges. L'autre jour, Amour Belinga et puis Eko Maxime, le juge Sikati signe une ordonnance de mise en liberté. Il dit que non, Amour Belinga doit sortir, doit aller rentrer chez lui. Tout ça, c'est parce que des batailles de clans, des batailles de positionnement, etc. Martinez Zogo n'aura pas droit à la justice. Dans cette affaire, si la justice ne veut pas faire son travail, la justice ne veut pas faire son travail. Pourtant, les suspects sont tous passés aux aveux. Si au moins les suspects étaient dans une posture où ils contestaient toutes les accusations portées contre eux, là on comprendrait toute la difficulté qu'il y a à réunir toutes les charges, tous les éléments, les indices, tous les éléments de preuve, etc. Mais les concernés ont avoué, ils ont dit que nous avons fait ci, ça, nous avons fait ceci à Martinez, ça. Il y a un rapport d'autopsie qui est là. Le colonel Justin Dangwe a dit aux chercheurs de Reporters sans frontières que Amour Belinga était sur place, sur les lieux de la torture de Martinez Zogo, à l'immeuble Ekam. Et qu'il a appelé le ministre Laurent Esso pour lui demander la conduite à tenir. Le ministre Laurent Esso lui a répondu, il faut finir le travail. Mais qu'est-ce qu'il est demandé au juge de faire? Qu'on sorte simplement le listing des appels téléphoniques entre Amougou et puis Esso. Bref, le listing des appels téléphoniques de tous ces gars-là, c'est une question de 3-4 jours, voire une semaine. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette affaire-là? Il y a des caméras de surveillance qui sont là. On sort simplement la vidéo. J'ai entendu certains dire, oui, vraiment, le juge Sikati avait constaté que la vidéo de la torture de Martinez Zogo était une fausse vidéo. Qui a expertisé la vidéo pour que le juge en arrive à cette conclusion-là, à la conclusion selon laquelle la vidéo était fausse? Qui a expertisé la vidéo? Qui l'a expertisé? Alors, puisque cette vidéo était fausse, alors qu'on nous sorte donc les vraies vidéos, les vidéos authentiques, émanant des caméras de surveillance de l'immeuble Ekam. Pourquoi depuis là, le juge qui a été désigné par Biya tournait en rond, du moins avant qu'on ne le dégomme? Pourquoi depuis là, il ne faisait que tourner en rond? C'est quoi le projet? C'est quoi le souci? On sort juste les écoutes téléphoniques, on sort les vidéos émanant des caméras de surveillance. Il y a un rapport d'autopsie qui est là et qui est clair. Pourquoi depuis le procès ne s'ouvre pas? Et mon plaidoyer dans cette affaire, c'est que ce procès-là soit retransmis en direct à la CRTV, la radio et télévision camerounaise, pour que la vérité éclate au vu et au su de tous les Camerounais et du monde entier qui va suivre les débats à la télé. J'espère que Charles Ndongo écoute cette vidéo. Monsieur le directeur général,
plaidez auprès de votre hiérarchie pour que l'affaire Martinez-Zogo, si les suspects sont renvoyés devant le tribunal pour se défendre, plaidez pour que ce procès soit retransmis en direct à la télévision. Parce qu'on a comme le sentiment que la justice est le cadet des soucis de toutes les personnalités haut placées qui gravitent autour de cette affaire-ci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, les juges du tribunal militaire sont tiraillés de part et d'autre par ces deux clans qui s'affrontent en perspective de la succession de Paul Biya. D'un côté, il y a Ferdinand Ngongo et toute sa bande qui veulent à tout prix avoir la tête de Jean-Pierre Amourou Belinga, de Eko Maxime, de Motazé, de Laurent Esso, et même de Mvondo Ayolo, du général Aivo Desancio, parce que Aivo Desancio intervient dans cette affaire-ci. Pourquoi? Parce que la direction de la sécurité présidentielle a accordé des marchés à Amourou Belinga. De l'autre côté, le clan de Amourou Belinga, c'est-à-dire que le clan des Boulots, fait tout ce qui est nécessaire pour sortir Amourou Belinga de ce pétrin, parce que Amourou Belinga, depuis la prison principale de Yaoundé, menace de les livrer tous, parce que l'affaire Martinez-Zogo, il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans cette affaire-ci. Donc Amourou Belinga a fait du chantage en ce moment. Il leur dit, écoutez, si l'année s'y finit et que je suis toujours en prison, je vais vous livrer tous. Je vais vous livrer tous. Parce que Amourou Belinga les tient dans beaucoup de choses, dans beaucoup de coups tordus qu'ils ont eu à faire ensemble. Alors ils ont donc peur que la vérité n'éclate au grand jour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manœuvrent dans l'ombre, ils corrompent les juges comme celui qu'on venait de botter, celui dont on venait de botter le derrière là, le juge Sikati, qui a reçu des milliards de francs CFA pour faire évader, parce que c'était une tentative d'évasion, ce qui s'est passé le 1er décembre dernier. On a tenté de faire évader Eko Maxime et Jean-Pierre Amourou Belinga. Et il y a également autre chose d'important que les Camerounais doivent savoir. C'est que, et ça c'est ce que j'ai également obtenu comme information, Franck Biya est également en train de manœuvrer en coulisses pour faire sortir Amourou Belinga. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train, il a recruté un cabinet en France pour sa campagne de marketing politique. Et le groupe L'Anecdote doit figurer dans le plan média. Et il n'est pas bon que son patron soit en prison pendant que la campagne aura lieu. Alors, le gars a donc peur que Amourou Belinga étant en prison, les médias appartenant au groupe L'Anecdote risquent de s'installer dans une logique de polluer la campagne de Franck Biya. Et surtout que quand Franck Biya avait été dénoncé en 2012 par l'Alliance pour la défense du bien public dans cette affaire de détournement des centaines de milliards des obligations de trésor à coupon zéro, Amourou Belinga faisait partie de ceux qui ont volé au secours de Franck Biya. Donc voilà pourquoi il fait tout pour que Amourou Belinga soit dehors, pour que le groupe L'Anecdote puisse l'accompagner dans sa course vers la succession de son père à la tête de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour terminer avec l'affaire Martinez-Zogo, nous allons parler de l'affaire de Savom. Martin Savom, le maire de Bibey. Ce que vous devez comprendre dans l'affaire Martin Savom, c'est que
On a envoyé Martin Savom en prison. C'est pour témoigner. En fait, c'est pour témoigner contre les Amourou Belinga et tout ce beau monde-là. C'est pour témoigner contre eux. Puisque, qu'est-ce qu'on reproche à Martin Savom? On reproche à Martin Savom non-assistance à personne en danger. Ça veut dire qu'il a vu le groupe d'Amourou Belinga agir et il n'a pas dénoncé. C'est ce qu'on lui reproche. Donc en réalité, Martin Savom est en prison parce qu'il a trahi le clan des Amourou Belinga et autres. Et Martin Savom est proche beaucoup de ce que les partisans du Zomloa ne disent pas, c'est que Martin Savom est un proche d'Amourou Belinga. Ah oui, c'est un ami d'Amourou Belinga. Ah oui. Bon, maintenant, et en plus de cela, quand il a été convoqué pour la première fois, il a été trop bavard. Il a produit des lettres pour dire que voilà, le juge Sikati est en train de s'attaquer au département d'origine de la première dame. Il s'attaque au Nanga, etc., etc. Alors, ça a donné des idées aux gens de ce que, en fait, c'est le clan Nanga qui, effectivement, est en train de tirer les marrons du feu dans cette affaire. Voilà pourquoi, pour ne pas donner cette impression au peuple camerounais, on a donc décidé de le sacrifier, de l'envoyer devant, comme on dit. Mais en réalité, on l'envoie en prison, c'est pour aller livrer Amourou Belinga et tout le reste, et tous les membres de son commando. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec les histoires que oui, vraiment, Martin Savom était là. Martin Savom, il fait partie de ceux qui justement ont vendu la mèche au clan de Ngongo. Quand je vous disais ici que les espions de Ngongo ont mis sous surveillance les Amourou Belinga, les Soloran et tout ce beau monde-là. En fait, Savom fait partie de ces gens-là. Alors, pour ne pas donner l'impression que les enquêtes se déroulent dans le sens d'un camp et non dans l'autre, on a donc décidé de sacrifier celui-là, Martin Savom. Il n'y a point de doute dans cette affaire-là. Il n'y a qu'un seul et un seul commando. Et ce commando était dirigé par le lieutenant-colonel Justin Dangwe, qui a tout avoué devant les enquêteurs de la commission mixte. Il a tout déballé. Il a tout raconté. Les preuves sont là. Alors il est temps qu'on passe au procès. Il est temps qu'on passe au procès. Si la procédure traîne, c'est parce que les batailles de succession font rage. Et ces batailles de succession sont en train de plomber le cours de la procédure. Et le risque que Martinez Zogo ou sa famille n'ait pas droit à la justice est réel et certain à cause de toutes ces batailles de positionnement. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est regrettable tout ce à quoi on assiste là. Et ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que si le procès s'ouvre et que les accusés ont le temps de se défendre à la barre, vous appreniez qu'ils ont été relaxés, qu'ils ont été acquittés pour fait non établi. Puisque le clan des Boulots s'active pour soutirer certaines pièces essentielles du dossier, ou alors de ne pas mettre à la disposition de la justice des pièces essentielles pouvant concourir à la manifestation de la vérité. Toutes ces manœuvres-là, c'est pour qu'à la fin,
quand le tribunal criminel aura fini d'entendre toutes les parties, elle va rendre un verdict d'acquittement pour fait non établi, puisqu'il n'y a pas les preuves. Les témoignages seuls ne suffisent pas. Les témoignages seuls ne suffisent pas. C'est vrai, on a entendu tous les suspects et leurs dépositions ont été consignées sur des procès-verbaux. Mais ça ne suffit pas, il faut des éléments de preuve, il faut le listing des appels téléphoniques, il faut des caméras de surveillance, il faut le procès verbal de machin là, d'autopsie. Bref, il faut des éléments de preuve. Tant qu'il n'y a pas ces preuves-là. Et voilà pourquoi justement les partisans du Zom-Loi, c'est-à-dire que les membres du clan auquel appartient Jean-Pierre Amourou Belinga s'activent pour que ces pièces-là ne figurent pas dans le dossier de procédure. Et voilà pourquoi justement la procédure prend du temps. Voilà pourquoi la procédure traîne. Pourtant, il y a longtemps que le procès se serait déjà ouvert, puisque tous les accusés sont passés aux aveux. Ça aurait été aussi difficile si les accusés niaient tous les faits qui sont portés à... tous les faits qui leur sont attribués. Mais là, ils ont tout avoué. Bon, je ne sais pas pourquoi depuis, ça va faire bientôt 1 an. On est là, on tourne en rond. Et le juge qu'on venait de nommer là, ce qui est sûr, c'est qu'il va recommencer tout à zéro. Et c'est parti pour durer encore peut-être 3 à 6 mois avant que le procès ne démarre, ne s'ouvre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc ce que j'avais à dire concernant la dernière actualité autour de l'affaire Martinez-Zogo. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.